Bonjour à toutes et tous. Alors peut-être je me présente d'abord. Donc je suis l'animateur qui a été pressenti par la FONXI, ce que j'ai accepté sans problème. Je suis Pierre-Franck Chevet. Je suis actuellement PDG d'IFP Énergie Nouvelle qui travaille sur les sujets de transition énergétique, pour faire simple, énergie, mobilité, environnement. Auparavant, mais je suis plutôt là au titre de mes fonctions précédentes, qui étaient d'être président de l'autorité de sûreté nucléaire. Sachant que par ailleurs, et c'est aussi là que j'ai connu la FONXI, j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière à m'occuper des enjeux de sûreté, sécurité et de l'articulation des rôles, la meilleure articulation possible des rôles entre un contrôleur et des contrôlés. Alors, petite précision, donc le thème qui nous rassemble, il est à l'écran, criminalisation des écarts au référentiel. Rien que les mots les mots parlent d'eux-mêmes. On parle de sujets qui ne sont pas nécessairement faciles, où il y a parfois des affaires encore en cours, des affaires avec des victimes potentielles, des gens qui recherchent des responsabilités. Parler de tout ça, c'est pas le sujet le plus simple du monde. Voilà les questions qu'on posait dans Flyer autour d'un certain nombre d'événements catastrophiques. Et on peut citer le Rio Paris, on a cité l'accident de Brétigny-sur-Orge, on a cité aussi des problèmes qui sont peut-être pas de même nature, mais sur les prothèses mammaires PIP. Et puis on a cité un certain nombre de cas ou d'interrogations autour des qui est concerné dans ces cas-là. Et on a complété la liste. Alors évidemment, les industriels ou les acteurs je pense au monde médical, qui sont évidemment directement concernés, mais on a aussi cité comme faisant partie de la question de la responsabilité, on va employer un mot un peu plus faible, sont aussi concernés par les questions qui sont posées, les autorités, les tiers experts, tiers accrédités qui peuvent intervenir dans certains domaines, et également les autorités de contrôle, ce que j'ai été donc, dans un passé pas si lointain. On a une liste de questions voilà, qui sont à l'écran. Quelle est la nature du lien entre je constate un écart et le besoin d'avoir un coupable? Comment se fait ce lien ou il ne se fait pas? Ça, c'est la grande question. Est-ce que tous les pays au monde, toutes les juridictions du monde fonctionnent pareil ou est-ce qu'il y a des appréciations différentes autour de cette question? Ça, c'est un point qui n'est pas anecdotique, en tout cas, qui peut éclairer les pratiques ailleurs. Qu'est-ce que ça implique dans les organisations elles-mêmes? Je prends un collectif de soignants. Est-ce que ça a des implications que de savoir qu'il y a eu un grand procès, qu'un tel a été éventuellement condamné, un tel ou une organisation a été condamnée? Donc, qu'est-ce que ça implique pour les équipes au plus près du travail? Qu'est-ce que ça implique aussi pour les organisations en cause, c'est-à-dire y compris pour les chefs, pour parler clair? Est-ce que ça a des implications? Sont-elles toutes positives vis-à-vis de l'objectif recherché, qui est la sûreté et sécurité? Là, j'emploie les mots anglais et français en même temps. Et puis moi, je rajoute une dernière question pour avoir été un praticien de ces questions de sûreté appliquées, en tout cas dans le domaine nucléaire ou dans le domaine des installations classées pour l'environnement. J'ai toujours considéré que le meilleur moyen de faire avancer le plus efficace la sûreté, bon, certes, il y avait le contrôle, mais c'est le fait que chaque fois qu'il y a une anomalie, un écart, pour reprendre les termes du flyer, ben, il y avait un dispositif qui faisait en sorte que, je vais employer le mot organisation, d'abord l'identifier, et deux, l'analyse, et l'analyse y compris avec les autorités de contrôle. Et c'est souvent là, en tout cas c'est mon constat et même ma conviction, c'est avant tout comme ça qu'on fait avancer le schmilblick de la sûreté et de la sécurité. Alors simplement, évidemment, quand par ailleurs, il y a des sanctions qui sont apportées dans des cas qui ont eu des conséquences, comment tout ça, entre la logique, je dirais, normale et celle de la justice, comment tout ça et quels effets ça fait à moyen terme, ça c'est, en tout cas pour moi, une vraie question que je rajoute. Elle n'est pas énoncée comme ça dans le flyer, et je l'énonce comme ça. Peut-être pour commencer, ce que je souhaiterais, c'est que les trois intervenants, les vrais intervenants, pas moi, peut-être se présentent et peut-être tout de suite d'emblée essayer de nous mettre la vision ou leur réaction par rapport au thème tel que proposé par le flyer, en complétant éventuellement, comme je viens de le faire d'ailleurs, la thématique ou vision, éventuellement appuyer sur des exemples dès lors qu'ils estiment pouvoir le faire. Je vais vous laisser à chacun d'entre vous, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. On n'est pas pris par le temps, on a quand même 1 heure et demie avant de passer à la phase question, donc sentez-vous libre de déborder. Peut-être passer d'abord la parole à Aurélia Grignon. Aurélia. Écoutez, je suis très honorée. Donc, Aurélia Grignon, cabinet Soulez-la-Rivière avocat. Moi, j'ai un point de vue qui est celui que me donne mon expérience professionnelle d'avocat pénaliste de la défense.
Je suis aujourd'hui associée gérante, co-gérante avec une autre associée du cabinet Soulèze-Larivière Avocat qui a été fondé il y a plusieurs décennies par Daniel Soulèze-Larivière, qui, à mon sens, est une figure incontournable du sujet de la judiciarisation des grandes catastrophes. Et notre cabinet, c'est au fil des années et des décennies et des grandes affaires que nous avons traitées, spécialisé dans le pénal involontaire et cette question de la justice pénale en matière de catastrophe. On a été invité à réfléchir, j'ai été invitée à réfléchir en prévision de cet atelier à une affaire emblématique qui pourrait illustrer ma compréhension du sujet. Et en réalité, je dois dire que pour moi, la réflexion d'un autre cadre que le principe de base qui est énoncé ici, écart égale culpabilité, est en soi un peu révolutionnaire. Parce que dans l'univers qui est le mien, et toutes ces affaires que nous avons traitées, moi j'ai eu la chance de travailler avec Daniel, aux côtés de Daniel, dans les affaires notamment de l'Erika, du Concorde et de la F447. Dans toutes ces affaires-là, le postulat de départ, le mécanisme et la mécanique judiciaire est tout entière investie, imprégnée de cette idée que écart égale culpabilité. C'est un peu exagéré et c'est un peu schématique et j'aurai l'occasion d'y revenir sans doute lorsqu'on traitera ensemble la première question. Mais je dirais d'emblée que ces affaires-là qui sont traitées par le biais des homicides involontaires et des blessures involontaires dans le code pénal, articles 121.3 et 221.6 et suivants, contiennent dans le cœur même du texte ce présupposé que pour fabriquer la culpabilité, il faut soit un manquement légal ou réglementaire, soit une négligence ou une imprudence. Et dans ces grandes catastrophes qui génèrent une émotion collective très forte, beaucoup de victimes, des centaines, parfois des milliers, il me semble que ce qui est emblématique, c'est la pression qui pèse sur l'institution judiciaire de trouver et d'identifier un coupable. Et que cette pression, elle induit un système, une mécanique, dans laquelle la première préoccupation de l'institution judiciaire, c'est d'identifier les manquements, des manquements à des prescriptions légales et réglementaires. Et lorsque de tels manquements ne sont pas immédiatement perceptibles, la justice se rabat sur le concept plus flou de négligence, d'imprudence, de faute caractérisée, dans un mouvement qui est résolument tendu vers la recherche d'un coupable. Autrement dit, l'idée qu'il pourrait y avoir un univers dans lequel l'écart, le référentiel ne serait pas un algorithme à appliquer, mais plutôt une guidelines, est un univers qui est très étranger de celui dans lequel moi j'évolue. Et à vrai dire, le seul moment où j'ai rencontré quelque chose dans mon expérience professionnelle qui s'apparentait à ce type de questionnement, c'est dans les cas où la catastrophe a pu être évitée. Je pense notamment dans des affaires d'aviation de loisirs, lorsqu'un pilote, miraculeusement, par une manœuvre un peu périlleuse, parvient à éviter l'accident. Il y a là des écarts, des gestes techniques, des manquements, mais la question se pose de savoir, la question peut se poser, débarrassée de l'énorme pression de trouver un coupable. Là, la question peut se poser de savoir si il faut pénaliser l'écart. Je le dis parce que ces affaires-là font l'objet en France de poursuites pénales pour mise en danger. Il n'y a pas d'homicide involontaire, il n'y a pas de blessure involontaire, mais ces pilotes miraculés peuvent être renvoyés en correctionnel. Ce qui pourrait heurter l'intuition du justiciable. Ça ressemble un peu à l'affaire du pilote qui a réussi cet amérissage miracle sur la rivière Hudson. Dans le film brièvement interprété par Tom Hanks, le capitaine Sully, je pense que l'opinion publique se dit que, évidemment, ce serait scandaleux que ce héros soit poursuivi, mais la réalité des tribunaux correctionnels, c'est que dans des cas qui sont difficilement comparables parce que c'est des petits avions de loisirs, on retrouve en correctionnel des poursuites pour mise en danger du seul fait de l'existence de manquements à des prescriptions légales et réglementaires. On s'est posé trop près d'un aéroport, on a volé trop près d'une ligne à haute tension. C'est un geste périlleux pour sauver l'avion.
mais sur le papier et formellement, il y a manquement et donc il y a possibilité de poursuite. Et ça me paraît être quand même le reflet, à mon sens, ou en tout cas au travers de ma lorgnette à moi, de de la pression répressive et de la façon dont la justice pénale envisage les questions des écarts. Mais je suis très, voilà, très contente d'être ici, très enthousiaste d'avoir d'autres points de vue que le mien et que celui de ma lorgnette. Merci beaucoup Aurélien, c'est très intéressant. On change un petit peu d'angle de vue. Nicolas Gambeau, peut-être vous présenter aussi rapidement et puis Bien volontiers, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et puis merci à la FONCSI et tout particulièrement à René Amalberti de m'avoir invité auprès de vous aujourd'hui. Alors, je suis le directeur général délégué du groupe MACSF. C'est un groupe de sociétés d'assurance et nous œuvrons notamment dans l'assurance de la responsabilité médicale. Nous assurons un peu plus des 2 tiers des médecins français, de nombreux paramédicaux aussi. Alors, j'ai exactement le même réflexe que celui que l'on vient d'entendre. Écart égale responsabilité, écart égale culpabilité. Parce que tout particulièrement en médecine, où pratiquement toute faute civile est une faute pénale parce qu'elle va porter atteinte au corps humain, et qu'on va se retrouver dans le domaine de l'homicide involontaire et des coups et blessures involontaires. Et l'exemple type qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle improprement, à mon avis, le glissement de tâches à l'hôpital, où par manque de moyens, par manque de personnel, eh bien, c'est l'infirmier qui pratique des actes médicaux de façon complètement illégale, c'est l'aide-soignant qui pratique des actes infirmiers, etc. etc. Et donc là, on est en plus en présence d'un exercice illégal de la médecine pour l'infirmier, de l'exercice de la profession d'infirmière pour l'aide-soignant. Et donc, c'est de nature évidemment à pénaliser tous ces comportements. Mais alors, le sujet qui a été choisi m'amène tout de même à réfléchir avec vous et à ne pas être aussi catégorique, parce que déjà, la question qu'on peut se poser, à mon avis, c'est de savoir de quel écart on parle. Un écart par rapport à quoi? Et dans le domaine de la responsabilité médicale, parce que je me limiterai à ce que je connais, dans le domaine de la responsabilité médicale, finalement, les principes, les prescriptions légales et réglementaires sont relativement rares. Pourquoi? Parce que l'obligation du médecin, l'obligation du professionnel de santé, elle est gouvernée depuis de très nombreuses années maintenant par un grand principe qui est l'obligation de moyens, à savoir que le médecin doit prodiguer des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles de la science. Et donc, c'est ce standard par rapport auquel on est en droit d'attendre donc d'un médecin diligent, les données actuelles de la science. Est-ce que le médecin a appliqué ces données actuelles de la science? C'est relativement difficile évidemment à déterminer, mais elles ne sont pas forcément écrites, ces données actuelles de la science, et ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en perpétuel mouvement compte tenu des avancées scientifiques que l'on peut connaître. D'où la difficulté, évidemment, dans les affaires de responsabilité médicale, à la fois pour l'expert et pour le juge, qui peuvent être amenés à statuer de très nombreuses années après les faits et qui sont obligés de se replacer au moment où l'acte a été pratiqué pour apprécier justement le standard, pour apprécier si oui ou non on a le médecin qui est mis en cause à appliquer les données actuelles de la science au moment où il a pratiqué son acte. Et du reste, il y a quelques mois, la Cour de cassation a rendu une décision extrêmement intéressante dans laquelle elle a précisé que si entre-temps les données de la science évoluaient et que finalement elles justifiaient l'acte qui a été pratiqué plusieurs années auparavant, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas retenir la responsabilité du médecin. Donc, si les données de la science évoluent dans un sens favorable à la défense du praticien, ça ne peut plus donner lieu à une criminalisation ou à une pénalisation ou à une reconnaissance de responsabilité.
Alors évidemment, dans la responsabilité médicale, comme vous avez pu le comprendre de mon propos, l'importance des conférences de consensus, l'importance des avis des sociétés savantes, l'importance des publications n'est plus à démontrer. Ça vaut pour toutes les spécialités, mais je prendrai l'exemple de la chirurgie où les connaissances évoluent extrêmement vite et où c'est particulièrement prégnant. Et bien sûr, il existe des écoles différentes. Tous les praticiens ne sont pas d'accord entre eux, c'est souvent une bataille d'experts pour savoir si oui ou non on s'est conformé aux standards ou si au contraire il y a eu un écart. Est-ce que le professionnel a été diligent? Est-ce qu'il a satisfait à son obligation de maintenir ses connaissances à jour ou pas? Donc, à côté de cette tendance à pénaliser et à reconnaître la responsabilité devant chaque écart, moi j'ai une notion de plusieurs décisions de justice qui s'écartent de ce principe pour ne pas retenir à la responsabilité. Et notamment, je voudrais citer le cas dont je me souviens et qui est assez récent. Il s'agissait d'une intervention de chirurgie bariatrique, et donc pour un obèse. Vous savez que alors, les sociétés savantes ont posé plusieurs conditions pour justifier de l'indication. Il faut avoir un IMC supérieur ou égal à tant, il faut ne pas avoir telle et telle comorbidité, il faut avoir consulté un psychiatre, etc., avant de pouvoir justifier cet acte, cette intervention. Eh bien, dans un cas que nous avons eu à défendre, où l'une de ces conditions n'était pas réunie, et donc l'avocat en demande faisait valoir que la responsabilité devait donc être retenue parce qu'on ne s'était pas conformé justement aux recommandations de la société savante. Le juge a refusé de retenir la responsabilité en suivant l'argument en défense selon lequel le cas du patient était tout à fait particulier et qu'il y avait finalement plus de chances, plus de risques de ne pas intervenir que de risques à intervenir. Alors, pour conclure cette introduction, je crois que l'écart, néanmoins, il nécessite plusieurs précautions. La première précaution, évidemment, c'est une information du malade, dans le cas précis, une information du fait qu'on ne se situe pas dans la recommandation, qu'on ne se situe pas dans les normes édictées par la profession. Évidemment, là, elles ne sont encore une fois pas légales ou réglementaires, elles sont issues de la profession même. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'aux yeux des magistrats, dans les différentes décisions de justice que j'ai pu examiner, eh bien, le fait qu'il y ait un écart, finalement, si il n'imprime pas une culpabilité immédiate, tout du moins, j'aurais tendance à dire que l'écart crée tout de même une présomption de responsabilité et que finalement, c'est à celui qui s'est écarté des règles à démontrer qu'il n'est pas responsable. Et mieux vaut bien entendu pouvoir s'en justifier par écrit et s'en justifier avant que l'accident n'intervienne. Voilà les notions en termes de prévention que je voulais faire valoir en introduction. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Yannick Malinge qui va se présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bon, sur les différents intervenants, je crois que je suis le seul non-juriste, donc vous voudrez bien m'excuser si je fais des erreurs de langage en la matière. Mais de par mon background, donc responsable de la sécurité des vols à Airbus et de la prévention, donc gestion des risques, je me permettrai tout modestement peut-être d'apporter un éclairage d'un opérationnel du domaine aéronautique ayant été confronté, bien évidemment, de par la flotte Airbus, au niveau mondial à plusieurs accidents, que ce soit des enquêtes techniques au sens aéronautique du terme, que ce soit dans les suites légales, et pas uniquement en France, ayant été amenés à être confrontés dans des situations aux États-Unis, donc avec une culture différente, dans d'autres pays comme le Japon également, qui a du pénal, mais également avec une culture différente, et bien évidemment en France, ça a été évoqué tout à l'heure avec le Rio-Paris, le Concorde aussi a été évoqué, je crois, et le Mont-Saint-Odile. Donc, quand on parle d'écart, le premier constat que mon expérience personnelle m'a amené à observer, c'est que quels que soient ces différents régimes, lois applicables, cultures différentes, etc., il y a un point commun, malgré tout,
c'est la rencontre entre deux mondes qui ont du mal à se comprendre. Le monde, j'allais qualifier de froid, de technique, avec son référentiel, le référentiel aéronautique, hyper normé comme on le sait tous. Et puis, de l'autre côté, le monde de l'émotion, accident avec de nombreuses victimes éventuellement, donc accident collectif, avec tout ce que ça comporte dans un tel contexte, hein, malheureusement également d'opportunités saisies par un certain nombre d'acteurs sur ce genre de dossier. Donc, c'est deux mondes qui s'affrontent, avec d'un côté la continuité. Il faut absolument faire quelque chose, si tant est qu'il y a quelque chose à faire, sachant que les avions continuent de voler, que les flottes sont très, très conséquentes. Et puis, de l'autre côté, ce monde de l'émotion qui recherche une vérité. J'allais dire la vérité, mais je préfère dire une vérité. Donc toutes ces expériences m'ont montré la difficulté de l'exercice. Ça me rappelle d'ailleurs un séminaire que nous avions dans le monde aéronautique où effectivement, et international, hein, ce n'était pas franco-français, et où le message collectif qui était, comment dirais-je, véhiculé était de dire mais on est normé, il suffit que la justice écoute nos normes et il n'y a qu'à Faucon, etc. Mais une vision qui était également soulignée par des gens qui ne connaissent pas nécessairement le système pénal français. Et je me souviens avec d'autres personnes intervenir pour poser la question à l'ensemble de ces représentants aéronautiques sur le thème « Mais qui sommes-nous autour de cette table ? Nous ne sommes que des représentants de ce monde aéronautique. Est-ce qu'on pourrait à un moment se mettre dans la peau de l'autre monde qui est celui de l'émotion, de la recherche d'une vérité et puis de la justice qui doit trancher un moment ou un autre. Donc voilà, avec toutes les difficultés que cela procure, bien évidemment, et ça m'amène à deux réflexions. La première sur cette notion d'écart, mais écart par rapport à quoi? Par rapport à quel référentiel? L'aéronautique, comme plein d'autres domaines techniques, est un domaine hyper régulé, et pas régulé uniquement avec une norme française ou une norme européenne, mais c'est international. Il y a des autorités, ce n'est pas une autorité, ce sont plusieurs autorités. Donc il y a les autorités qu'on appelle primaires de certification de type et de suivi de navigabilité pour les constructeurs. Donc en Europe, c'est l'EASA. Aux États-Unis, c'est la FAA. Ce sont les deux principales. Maintenant, on voit les Chinois arriver avec le COMAC et les Brésiliens aussi. Et puis, il y a les autorités nationales de l'aviation civile de chaque pays. Donc, c'est un monde international, hyper régulé. Quand on certifie un avion, quand on fait le suivi de navigabilité d'un avion, c'est pour une flotte mondiale. C'est un avion qui répond aux normes internationales. Mais tout ça est très codifié, très référencé. Et ce référentiel ne se limite pas à l'avion, ses moteurs, ses systèmes. Le monde de l'exploitation est également hyper normé. Les équipages subissent un recurrent training très, très régulier. C'est hyper normé au niveau du contrôle aérien, au niveau des aéroports. Ce système est hyper normé, d'où la difficulté quand on arrive dans le monde de la justice. Écart par rapport à quoi? La norme aéronautique, jugée par des gens qui ne sont pas des experts de la chose aéronautique, avec éventuellement des querelles d'experts, bien souvent, on va dire, mais par rapport à un référentiel qui n'est pas celui de la norme aéronautique nécessairement, mais qui est celui du code pénal, et qui, des fois aussi, peut être celui de quelle réponse devons-nous apporter à la dimension émotionnelle aux victimes. Une forme de réponse un peu sociétale, j'allais dire. Et là, on voit des écarts, si je reprends ce terme, entre les différents pays. Aux États-Unis, alors sans vouloir caricaturer les choses, mais c'est plutôt comment obtenir le maximum d'argent dans le laps de temps le plus court en réparation. En Europe et en France en particulier, c'est trouver un coupable. Donc ce sont vraiment deux choses différentes, sachant qu'il y a quand même la partie négociation, évidemment, sur les sommes d'argent. Mais ça, c'est beaucoup plus pudique, on va dire, mais ça reste vrai. Donc il y a toutes ces difficultés. Et pour finir dans l'introduction, je voudrais simplement citer la réflexion qui était posée par un procureur au cours de son réquisitoire et qui s'adressait à la fin de son réquisitoire, bien étayé, je dois dire, qui posait la question suivante, non pas aux représentants de l'aéronautique dans cette enceinte de justice, mais à l'ensemble des représentants de la justice. Et il posait la question suivante, mais qui sommes-nous? Nous,
femmes et hommes de la justice, pour juger des cartes dans ce référentiel aéronautique qui est fait de milliers d'ingénieurs, de milliers de pilotes, de techniciens qui font la maintenance, d'autorités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales. Qui sommes-nous donc, nous, sachant de la justice, n'étant pas sachant de la chose aéronautique, pour juger d'écarts aéronautiques sur des choses qui ne sont pas toujours prévisibles? Et je m'arrêterai là pour l'introduction. Merci beaucoup. C'était déjà, à mon avis, très riche pour ceux qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir les uns sur les interventions des autres, peut-être. Il me semble qu'il y a déjà des choses qui se sont dites. C'est-à-dire qu'il y a une première question, c'est que veut dire la règle, hein, parce que dans le domaine médical, si j'ai bien compris, la règle, en gros, c'est l'état de l'art, mais ce n'est pas une règle hyper précise. Il y en a quand même, il y a des références médicales, mais dont on est à peu près sûr, et quelque part, ça me rappelle un peu le monde nucléaire. Hein. On met la règle assez bas, avec plein de critères, où là, on est sûr que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à des dérogations, dans des cas particuliers, où on estime, et peut-être en le justifiant, comme Nicolas Gombault l'évoquait, que c'est peut-être tout à fait acceptable, voire mieux, puisqu'il peut y avoir aussi des contre-indications à appliquer la stricte règle, même si elle est normalement faite pour être du côté sûr du débat. Mais ça renvoie à la notion ou à la vision que chacun d'entre nous a de la règle. Alors, c'est facile, puisque c'est ce qu'on met comme objet de référence. Et là, je pense que je sais qu'il y a beaucoup d'autorités de contrôle. Ben, on dit c'est la règle. Il faut juste avoir bien conscience que les règles sont calées très bas pour être du côté sûr, évidemment, de la force. Je pense que c'est à peu près la pratique dans tous les domaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution bonne, voire meilleure. Dans le cas qu'a évoqué Nicolas Gombault, c'est ce que je comprends, quand on est hors de la règle. Ensuite, la question, c'est comment on documente. Comment on documente ces écarts. J'ai bien noté le par écrit. Ça fait partie aussi des choses. J'ai bien aimé aussi la référence au film, je ne me souviens plus. Capitaine Sully, là, son atterrissage, c'était pour un ingénieur très... Moi, je ne suis pas désolé, je ne suis pas juriste non plus. Mais voilà, c'était un exemple où on pouvait démontrer qu'il avait pris la meilleure des décisions possibles. Alors, ça n'avait pas eu de conséquences, mais on peut aussi imaginer un autre scénario où il aurait finalement fait fait ce qu'il a fait, mais qui serait craché dans l'Hudson, hein, si ma mémoire est bonne, et là où il y aurait eu des conséquences. Alors là, ça aurait été très intéressant de voir comment réaliser. Parce qu'il a peut-être minimisé quand même les conséquences. Bon, pas de chance. C'était peut-être quand même la meilleure décision, mais Moi, voilà. là-dessus, Pierre-Franck, je suis absolument convaincu que si l'avion s'était crashé dans l'Hudson, le fait de ne pas avoir suivi à la lettre les prescriptions réglementaires aurait immédiatement conduit à une recherche de responsabilité ou de Ah culpabilité. oui, c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Mais comment ça aurait été jugé? Oui, après, on est dans du conditionnel. Mais c'est vrai que je trouvais très intéressant, et peut-être je voudrais juste rebondir là-dessus, puisqu'on s'intéresse à la justice pénale. Moi, il y a un message que je voudrais faire passer à l'assistance, qui est ma conviction personnelle de praticienne. Il y a de toute façon une distinction à faire entre les affaires de modeste envergure, même si c'est terrible de dire ça lorsqu'il y a mort d'homme, mais lorsque c'est la mort d'un seul, je pense que la justice pénale ne réagit pas tout à fait de la même façon que quand il y a 150, 250, 2500 parties civiles. Ne serait-ce que sur la pression du résultat qui est attendu de l'autorité judiciaire. Pour moi, ce que disait Yannick Malinge sur en France, et peut-être est-ce très français, moi je n'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, je ne sais pas très bien comment ça se passe ailleurs, la recherche d'un coupable est une réalité, et particulièrement dans les affaires qui suscitent une très forte émotion collective. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, ça induit une façon de penser l'écart, de penser les comportements des uns et des autres dans un système qui est viscéralement attaché à cette priorité qui est de trouver un coupable. Dans mon expérience, ça s'étend à toute la chaîne des acteurs qui y participent, y compris aux experts judiciaires. Les experts judiciaires, moi j'ai été très frappée de ça dans l'affaire du Concorde comme dans l'affaire AZF. On a l'impression, en lisant les rapports des experts judiciaires, qu'ils se sont appropriés cet objectif de la justice d'identifier un coupable et qu'ils cherchent, par tout moyen, à parvenir à ce résultat.
Quand je dis par tout moyen, alors évidemment, j'ai un parti pris. Je suis avocate de la défense dans ces affaires-là. Mais en même temps, je suis pas du genre à prétendre tout et n'importe quoi. Donc moi, je suis frappée lorsque des expertises, précisément parce qu'elles ne vont pas trouver d'infraction, de violation à des prescriptions légales et réglementaires, vont aller ratisser plus large pour essayer de trouver, hors du champ normatif d'ailleurs, à caractériser une négligence ou une imprudence par rapport à un référentiel qui n'est pas forcément très objectif ni très fondé. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que dans ces affaires-là, qui sont sous pression de l'identification d'un coupable, j'ai toujours l'impression d'assister, moi, à une mécanique qui cherche d'abord à identifier un manquement, à identifier un vrai écart par rapport à la règle, ce qui s'inscrit dans quelque chose qui est intrinsèquement sans doute le fonctionnement de la justice. Être coupable, c'est enfreindre la loi. Enfreindre la loi ou les règlements, c'est enfreindre la norme, c'est ne pas la respecter. C'est ne pas faire ce qu'elle prescrit ou c'est faire quelque chose qu'elle interdit. Dans les textes eux-mêmes, qui sont au fondement des poursuites judiciaires pénales en matière de catastrophe, homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger. On s'appuie sur l'article 121.3 du Code pénal, sur les articles 221.6 et suivants du Code pénal, qui disent quoi? Qui disent qu'il y a délit lorsqu'il y a imprudence, négligence ou manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Pour les personnes physiques indirectement impliquées, soupçonnées d'être indirectement impliquées dans la réalisation du dommage, de l'accident, on retrouve cette même bipolarité. Soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, d'une prescription légale ou réglementaire, soit la faute caractérisée. Ce qui donne à l'autorité judiciaire le choix soit de trouver un manquement à une prescription légale ou réglementaire, soit de se déporter sur un concept plus flou, plus évasif, les contours sont moins définis, c'est l'imprudence, la négligence, la faute caractérisée. C'est sans cesse dans cette alternative-là que les choses sont organisées. C'est moins vrai dans des affaires dans lesquelles la pression d'identification d'un coupable est moins forte. Ce que je disais tout à l'heure, et cette introduction vaut pour ces grandes catastrophes dans lesquelles vous avez énormément de victimes et où, dans mon expérience, la justice cherche effectivement un coupable et qu'elle le cherche dans un écart à la norme et toute la hiérarchie des normes y passe. Soit on arrive à trouver une violation d'un principe constitutionnel, ça n'arrive jamais, soit c'est à une prescription légale ou réglementaire, en réalité c'est rare, notamment dans le secteur aérien, parce que, comme disait Daniel Soulez-Larivière, s'il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de business. On ne fait pas voler des avions si on n'est pas vertueux et si on ne met pas en place des conditions de sécurité drastiques. Donc, les prescriptions légales et les manquements à des prescriptions légales ou réglementaires qui ont un lien causal avec le dommage sont assez rares. Donc, on finit par arriver sur des étages inférieurs de la hiérarchie des normes où on va s'intéresser effectivement au manuel de l'exploitant, aux procédures, aux guides des bonnes pratiques. Mais tout le monde, de la poursuite aux avocats, reste encadré et imprégné d'un principe qui consiste à vérifier si on a respecté la norme ou pas respecté la norme, qu'elle soit légale, réglementaire, que ce soit les bonnes pratiques, et notamment via le biais de la référence, mais j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, à cette notion de diligence normale qui est consubstantielle de la recherche de culpabilité pénale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Aurélia Grignon. La seule chose, je voulais rappeler d'abord, écart par rapport à quelles normes, ça c'est la première chose, et puis surtout, je crois que finalement, il y a un point sur lequel on n'a pas du tout insisté, c'est que très souvent, enfin dans le domaine médical en tout cas, très souvent, les écarts, ce ne sont pas que des écarts individuels, ce sont des écarts systémiques, ce sont des écarts qui peuvent être justifiés par une insuffisance de personnel, ce sont des écarts qui peuvent être justifiés par une insuffisance de moyens. Et donc, là, je pense que le rôle du juge, il est tout de même plus difficile
que de dire, voilà, il y a un écart, j'ai un lampiste en face, et sur la base de cet écart, encore une fois, quand c'est systémique, je sanctionne. Oui, il y a plusieurs points sur lesquels je souhaite rebondir. Le premier, qui est très anecdotique par rapport à notre débat, connaissant très bien, comme vous pouvez vous en douter, le dossier de l'Hudson, j'attire l'attention sur tous ceux qui voudraient nous écouter et qui adorent ce film, d'être, comment dirais-je, de ne pas perdre de vue que c'est un film qui sort d'Hollywood et qu'il y a beaucoup d'écart par rapport à la réalité de cette enquête qui a été menée par le NTSB américain, qui était, pour parler simplement, très furieux contre ce film qui dévoyait totalement la vérité de la manière avec laquelle cette enquête a été menée par les Américains. Je ferme la parenthèse. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à la norme côté aéronautique pour quelque chose qui est souvent par ce monde de l'émotion pas très bien compris, où souvent on nous considère comme étant des gros qui ne pensons qu'à la valeur de l'action, qu'à ce genre de choses. On a d'abord, avant tout, une culture aéronautique très forte. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, que ce soit Airbus, que ce soit chez des fournisseurs, que ce soit chez nos concurrents, quand un événement se passe mal, il y a un réflexe immédiat qui vient dans la culture des navigants d'essai en vol, des pilotes de formation, des ingénieurs en chef, des ingénieurs de bureau d'études, c'est qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce qu'on a raté? Et c'est leur trip qui parle. Et ce ne sont pas de pseudo-calculs qu'on veut bien nous imputer sur des résultats financiers, etc. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment des choses que je vois systématiquement. Et pour vous donner un ordre de grandeur sur la pression que nous avons au quotidien, une flotte comme celle d'Airbus, et c'est grosso modo les mêmes chiffres pour Boeing, puisqu'on se partage à nous deux, en gros, le marché des avions de transport au-delà des 150 places, pour faire simple, un peu moins. On a plus de 40 000 vols quotidiens. Plus de 40 000 vols quotidiens. Il y a un Airbus qui décolle ou atterrit toutes les secondes. Tous les jours, on a plus de 6 millions de passagers qui volent sur un Airbus. Pas loin de 2,5 milliards par an. Alors, désolé de plomber avec des chiffres, mais ça veut dire une chose. Et je crois que ça a été évoqué en introduction, et je crois que c'est Aurélia qui le soulignait sur des propos que tenait effectivement Daniel Soulez-Larivière, et que si on veut que ça fonctionne, on a intérêt à être safe. Sinon, on voit immédiatement les conséquences et on le voit très, très rapidement et très violemment. Donc, ce qui nous importe à nous, c'est vraiment ça, c'est cette notion de sécurité des vols, avec un édifice qui est très complexe, l'avion, les fournisseurs, l'exploitation, donc le monde des airlines, des aéroports, etc., et du trafic aérien. C'est hyper complexe et c'est vraiment ce qui nous, comment dirais-je, c'est une valeur commune que nous avons dans tous les acteurs du transport aérien. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans cette difficulté immense d'avoir un avion qui tombe, d'avoir des victimes, ça nous touche vraiment profondément. Et c'est tout de suite ce réflexe, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et on reconnaît tous qu'un accident aérien, c'est un échec du transport, du système du transport aérien collectif. Et de là à dire qu'il y a culpabilité, c'est un autre débat, mais c'est un échec et on s'attelle à trouver des solutions. Alors, effectivement, il y a une norme qui n'est pas une norme écrite, qui n'est pas une norme dans un standard, etc. Mais tous les efforts que le transport aérien a fait depuis des décennies, grosso modo, on a réduit le taux d'accident avec victimes en 30 ans par un ratio de 30. Donc, c'est quand même assez conséquent. Tous ces efforts payent aujourd'hui. Je croise les doigts, bien évidemment, compte tenu de l'exposition au risque que nous avons au regard de la taille de nos flottes. Et ça veut dire que la norme du public qui voyage, c'est quoi? C'est zéro. C'est zéro accident. Et quand l'événement se produit, vous avez failli. Et c'est d'autant plus inexcusable que ça ne se produit jamais. Je vais prendre un exemple complètement opposé et certainement exagéré. Nous avons tous croisé sur la route des accidents de voiture. Tous. Ça fait partie de notre quotidien. C'est un fait de la vie. Ça fait partie de notre quotidien au tel point que ce n'est pas la norme zéro accident en matière de transport routier. C'est beaucoup plus, évidemment. L'aérien, c'est différent. Donc, il y a toute cette culture que nous avons. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans ces deux mondes dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficilement entendable quand on est jugé a posteriori
Alors que la justice, quand elle doit faire son travail, elle a tous les faits dans les mains. Alors que les opérationnels, quand ils font dans la gestion des risques, ça s'appelle de la gestion des risques. Et c'est certainement vrai dans tous les domaines, que ce soit médicaux, aéronautiques, nucléaires, etc. Et on n'a pas nécessairement tous les faits dans les mains. Et il y a un fait que nous n'avons pas, c'est le côté imprévisible de la nature humaine. Or, toutes nos activités, elles apportent de l'humain, que ce soit chez l'avionneur, la compagnie aérienne, l'équipage, la maintenance, que ce soit les infirmières, les médecins, etc. Et c'est pour ça que ce que disait M. Gombaud tout à l'heure sur cette notion de système par opposition à cette notion d'individuel me parle beaucoup. Côté aéronautique, il y a 40, 50 ans en arrière, quand il y avait les premiers accidents, les enquêtes, le premier réflexe, c'était de regarder la chose technique. Allez, on répare, on change un règlement technique et on continue. Et puis au fil des années, on a évolué vers une enquête qui regardait la notion de comportement d'un équipage. Et l'accident du Tenerife, la collision des deux 747, a créé ce qu'on a appelé le CRM, Crew Resource Management. Comment faire en sorte que ce ne soit pas un individu, mais un équipage. Un équipage qui se parle, qui s'écoute, qui se challenge pour arriver au bon résultat. Et puis on a évolué sur des notions human factor au sens l'interface homme-machine, que ce soit le hardware au niveau avion, que ce soit la documentation qu'on fournit aux équipages, aux mécanos pour la maintenance. Et puis, on va dire depuis 10, 15 ans, 15 ans plutôt maintenant, on a évolué vers, très bien, il y a la partie technique, la partie CRM, la partie human factor. Et l'aéronautique, depuis donc 15 ans, a emboîté le pas des risques organisationnels, un peu systémiques. Et je rejoins tout à fait ce que disait M. Gombaud tout à l'heure. Attention à ne pas vouloir absolument trouver un coupable au sens un individu. Nous sommes dans des systèmes hyper complexes et c'est pour ça que dans notre culture de gestion des risques, on a, côté aéronautique, emboîté le pas sur cette notion de risque organisationnel. Comment mon organisation peut impacter ou pas la sécurité des vols. Voilà. Excusez-moi pour cette Merci beaucoup. Si je peux me permettre d'intervenir dans le débat au-delà de mon rôle d'animateur, ça me parle beaucoup ce que vous venez de dire sur le fait que le risque zéro n'existe pas. Aucune activité qui a un risque zéro. Je prends pour référence, en tout cas les lois françaises, mais dans beaucoup de pays c'est pareil, dans le domaine nucléaire ou dans le domaine des installations industrielles placées pour la protection de l'environnement. C'est en gros, il faut faire, entre guillemets, il faut faire les diligences nécessaires en matière de sûreté, autant, et souvent c'est virgule, autant que raisonnablement possible. Ceci est la loi ou ceci est la règle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, autant que raisonnablement possible? Quand il s'agit de le traduire dans des textes, alors il faut évidemment que ça soit faisable. Ça, je fais en sorte que ça soit faisable au sens matériel ou humain. Mais en arrière-plan, il y a quand même une notion économique. Faut pas se leurrer, hein, je suis capable de le dire sur le nucléaire, il y a des choses. Alors pourquoi économique? Parce que des demandes d'une autorité de contrôle qui seraient économiquement, logiquement peu atteignables, alors d'abord ça n'aurait pas de sens parce que du coup il n'y aurait plus d'activité du tout, mais ça veut dire que c'est l'autorité de contrôle ou en charge des textes qui prend la responsabilité de ça. Puis par ailleurs, faire des choses qui sont très 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 chères, ça veut dire qu'il y a des choses beaucoup moins chères qu'on ne fait pas, mais qui seraient peut-être plus utiles. Donc il y a une priorisation dans les règles. On a parlé de la règle, c'est oui, c'est non, c'est avec des statuts différents. Mais il y a des règles de nature différente. Moi, j'ai été très frappé par le cas que Nicolas Gombaud évoquait. Vous êtes dans un bloc opératoire avec un staff, une équipe. Même chose, je reviens à la notion d'équipe qui intervient. Le médecin qui est capable de tous les actes, entre guillemets, qui a peut-être plusieurs patients en parallèle, choisit, parce qu'il n'a pas le choix, il peut faire grève tout de suite là, et dire à son patron, j'en veux plus, mais sauf qu'il est en situation en urgence, il prend la décision de déléguer à quelqu'un qui n'a pas les habilitations, de faire tel soin, telle pratique infirmière, etc., parce que lui, il se réserve la partie qu'il sait faire et sur laquelle il est pour le coup indispensable. Il fait un arbitrage quelque part. Hein. Comment la justice prend en compte ce genre de situation? Enfin, à l'instant T, il a fait les diligences nécessaires. Il a peut-être eu tort de ne pas organiser avant une grève générale de l'établissement. Ça, on peut peut-être le reprocher. Mais en tout cas, à l'instant T, sa décision, c'est peut-être la moins mauvaise en l'état des choses pour les patients. Et ça, ce genre le concept de diligence nécessaire,
moi, il me paraît très obscur quand même, hein. Et comment quelqu'un qui n'est pas de la partie peut apprécier, c'est vraiment compliqué, hein. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un ingénieur, mais quand même, ce genre de situation, moi, me touche particulièrement, quoi. Et nous touche tous d'ailleurs, parce qu'on est aussi patient parfois. Comment on fait au mieux, au mieux. Ce concept on revient à ce que vous disiez, Aurélia. C'est-à-dire une fois qu'on a dit la norme, bon, il n'y en a pas, etc. L'appréciation les diligences Les nécessaires. diligences normales. Parce que Ou je normales disais, ou nécessaires. ouais, en tout cas, Normal, le texte dit diligence normale, et je disais tout à l'heure, bon, après, en introduction, j'exagère. C'est pas vrai que écart égale culpabilité. Le texte est plus subtil et plus compliqué que ça. Et la thématique des diligences normales est très importante, notamment dans précisément la défense qui peut être apportée par rapport à cette recherche de culpabilité. Juste pour que vous ayez en tête ce texte, le texte fondateur, qui est combiné ensuite avec les dispositions spécifiques de l'homicide involontaire, des blessures involontaires, dans le Code pénal, c'est l'article 121.3. C'est lui qui consacre le fait qu'il peut y avoir délit dans des matières involontaires. Alors même que sinon, le principe cardinal, c'est pour qu'il y ait un délit ou un crime, il faut intention de le commettre. C'est ce que dit le premier alinéa, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger. Je ne traite pas ce sujet parce que je pense qu'on n'a pas le temps, même si il est vaste. Je voudrais juste vous donner lecture du troisième alinéa, parce que je pense que c'est lui aussi qui pose le socle de la réflexion sur comment la justice pénale traite ces histoires d'accidents. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, première condition, s'il est établi, deuxième condition, que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. À ce moment-là, le texte et derrière lui la jurisprudence introduit un principe, c'est une petite ouverture dans laquelle il faut s'engouffrer, quelque chose qui dit qu'on doit s'attacher dans cette recherche de culpabilité à un principe de réalité. Les diligences normales, et la jurisprudence est venue le préciser, elles doivent être appréciées in concreto. C'est pas le standard de l'homme moyen, de manière abstraite. C'est dans cette tempête-là, l'homme au milieu des circonstances, quelles étaient les diligences normales attendues. Sur la première question qui nous est posée, qui est de savoir à quel point la justice parvient à s'éloigner du principe écart égale culpabilité, pour moi, les diligences normales sont éventuellement une perspective de réflexion. Parce qu'à cet endroit-là, la justice dit qu'il faut qu'on apprécie quelles étaient les circonstances concrètes dans lesquelles les décisions ont été prises. Ça reste, mais ça c'est mon pessimisme, si vous voulez, de 17 ans de traitement judiciaire des catastrophes qui me fait dire que malheureusement, nos arguments, si légitimes soient-ils sur ce fondement, sont parfois balayés par cet objectif omniprésent, écrasant, d'identifier un coupable à tout prix. Et donc, plus dans les affaires de Concorde, on a obtenu des relaxes. Des relaxes s'obtiennent. On peut difficilement parler de la F447, mais simplement sur le papier, le fait de savoir qu'il y a eu une ordonnance de non-lieu, qu'il y a eu un appel devant la chambre de l'instruction, que ça a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qu'il y a eu des réquisitions de relax, qu'il y a eu une relaxe prononcée, qu'il y a eu un appel. Voilà pour moi une des illustrations de cette pression particulière. Je ne vais pas dire un acharnement, je ne veux pas de terme péjoratif. Nous, au cabinet Soulez, on est évidemment affectés puisqu'on a défendu Claude Franzen, l'ancien directeur du SFACT, qui a passé 20 ans de sa vie mis en examen et prévenu, pour finalement bénéficier de relax général qui était légitime, mais 20 ans de Damoclès judiciaire et de machine à broyer, ça démolit un homme, ça démolit une famille. Donc, évidemment, on est un peu amer parce que je vous dis que le texte prévoit
que cette recherche de culpabilité s'inscrit dans un cadre où il faut cette condition cumulative, il faut qu'il n'ait pas accompli les diligences normales, et on se dit, mais là-dedans, on peut faire rentrer effectivement toutes sortes de choses, et notamment ce qui se passe au bloc opératoire, l'état de nécessité dans lequel on se trouve, de prendre une décision plutôt qu'une autre, et c'est là où la réponse de la justice pénale dépend peut-être malheureusement de la pression qui existe sur les épaules des magistrats et de leur capacité à passer outre et de manière rigoureuse les textes et la loi. Ce que vous avez dit au début, mais c'était intéressant de l'illustrer et c'est bien d'avoir lu l'article complet qui introduit en gros la notion de proportionnalité et qui oblige à contextualiser les actes des uns et des autres. Oui. Et je comprends très bien que ça puisse être difficile quand il y a une énorme pression de garder la tête froide et bien écouter tout le monde, quoi. Enfin, ça, Encore une fois, on n'a pas de juge présent, enfin, a priori, mais je me mets à leur place, c'est compliqué. Je voulais ajouter un point, alors je vais faire un tout petit peu de droit, pardonnez-moi. Quand j'ai réfléchi sur le thème de notre réunion d'aujourd'hui, est-ce que écart égale culpabilité? Et sauf en introduction pour Aurélia, mais sinon, on n'a pas abordé de façon, à mon avis, suffisamment approfondie le fait qu'aujourd'hui, la loi française peut pénaliser un écart alors même qu'il n'y a pas d'accident. Et ça, c'est le délit de mise en danger d'autrui. Alors, que je cite de mémoire, et vous me pardonnerez si ma mémoire défaille un petit peu, mais je crois me souvenir quand même du texte, c'est le fait d'exposer autrui à un risque de mort ou de blessure par, dit le texte, je crois, la violation manifestement délibérée, donc vous voyez l'intention, elle doit vraiment être caractérisée, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Voilà, je crois avoir retranscrit de mémoire le texte. Et donc, c'est la possibilité pour le juge, encore une fois, là, et contrairement à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, que de sanctionner quand les faits sont véritablement avérés au niveau de l'écart par rapport à une norme, encore une fois, tout à fait textuelle, imposée, et une violation qui est vraiment intentionnelle, de sanctionner un comportement pénalement, alors qu'encore une fois, aucun accident n'est intervenu. Et là, alors, c'est vrai que les poursuites sont finalement, moi, ce que j'en vois, assez rares, mais là, c'est une terrible épée de Damoclès. De mon point de vue, toujours, d'avocat pénaliste de la défense, je trouve. J'ai été confrontée à beaucoup d'affaires dans lesquelles j'ai trouvé que les poursuites pour mise en danger étaient exagérées, qu'elles étaient abusives, qu'elles étaient déconnectées de la réalité. Et c'est ce que disait, il me semble, Yannick Malinge tout à l'heure, c'est que c'est frappant de voir à quel point les magistrats et les industriels ne parlent pas le même langage, et qu'on est confronté à ce fossé un peu vertigineux. C'est vrai sur la compréhension des textes réglementaires, où c'est extrêmement frustrant parfois de voir que c'est comme si on cherchait l'écart comme une truffe, voilà, à la racine des arbres, quoi. Alors que c'est pas comme ça que fonctionne l'économie du monde. Mais effectivement, le principe même, l'idée même que le risque zéro n'existe pas est parfois tout à fait inaudible, et notamment dans les cas Céveso. Et il y a beaucoup du débat qui se déporte du coup sur la cartographie des risques, la prévisibilité du danger, où le biais rétrospectif fait qu'on considère après que c'était tout à fait possible de le détecter avant. Mais c'est vrai que pour revenir sur le cœur du sujet qui est celui de est-ce qu'il y a des perspectives qui permettent de penser qu'on pourrait s'éloigner d'un système dans lequel le référentiel est vu comme un algorithme qu'il faut appliquer? Est-ce que ça peut être vu comme un guide? C'est sûr que lorsque l'accident est arrivé et qu'il y a des centaines de morts, la justice se précipite sur tous les cadres normatifs pour essayer d'aller regarder qui a mal fait, qui n'a pas respecté la règle, et c'est vraiment un chemin dont il est difficile de dévier. Et le concept de diligence normale qu'on apporte à ce moment-là en disant « mais attendez, pour moi, ce débat n'existe réellement que si on n'a pas un manquement identifié d'emblée ».
C'est lorsqu'on est sûr, oui, mais quand même, il y a de l'imprudence, il y a de la négligence, vous n'avez pas fait tout comme il faut, qu'il peut y avoir un vrai débat sur mais quelles sont les diligences normales, que disent les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on voit de ce qui est fait, si on se met à la place de ceux qui ont décidé à ce moment-là, quelles étaient les options possibles, qu'est-ce qu'ils auraient dû choisir, qu'est-ce qu'on a mal fait et dans quelle mesure est-ce que souvent on a aussi des instances, des experts qui nous disent ah mais vous auriez dû, si vous aviez pas, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire autrement. Mais ce qui est préconisé n'a aucun lien de causalité. C'est-à-dire qu'on invente un monde dans lequel on aurait pris d'autres décisions, mais dans le fond, sans que ça ait forcément de rapport logique avec la survenance de l'accident. Et ça, pour moi, c'est un miroir déformant de la justice pénale que d'avoir du mal à se mettre à l'écoute de la façon dont fonctionne la réalité du monde industriel, la réalité du secteur aérien et la réalité d'un monde dans lequel le risque zéro n'existe pas, même si on essaye de mitiger et de maîtriser les risques au maximum. C'est ça, je partage. Sur ces notions de mise en danger de la vie d'autrui, ça évoque chez moi un souvenir sur un événement où il n'y a pas eu de blessés, ni de victimes, ni quoi que ce soit en dehors de la France, sur une approche et un atterrissage, au cours duquel atterrissage, bon, il y a eu une panne, laquelle panne est codifiée. Hein. Le monde aérien, on envisage toutes les pannes possibles qu'on puisse envisager, et puis il y a des procédures associées, etc. Donc l'avion s'est posé, il n'y a pas eu d'incident, de blessés ou de victimes. Pour autant, il y a eu une enquête pénale pour mise en danger de la vie d'autrui, précisément. Ce n'était pas forcément ces termes-là, puisque c'était un autre système que le système français, c'était en Italie. Et je me souviens très bien, et ce qui me rappelle cela, c'est le témoignage d'Aurélia sur ce qu'a vécu Claude Franzen pendant 20 ans. Notre ingénieur en chef retraité qui se voit, comment dirais-je, mis en examen à titre personnel pour des choses qu'il ne pouvait pas comprendre par rapport à son référentiel à lui. Et voilà. Et c'est très, 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 très difficile. Bon, ça s'est très bien terminé, mais effectivement, c'est très compliqué. Et je rebondis sur ce que disait Aurélia Grignon juste avant, sur la manière avec laquelle le monde technique, au sens large du terme technique médical, je pense que ça s'applique exactement pareil dans les principes, le nucléaire, tout ça. Effectivement, on envisage ce qu'on peut, on envisage les pannes, c'est codifié. Et puis, on a des attentes par rapport à des professionnels qui exploitent les avions, qui sont des contrôleurs aériens, des pilotes, des mécanos, chacun dans son domaine, des avionneurs, des autorités. Et on regarde par rapport à cette attente qu'on a de l'opérateur humain, qui encore une fois sont tous des professionnels, et on se dit face à telle panne, quel type de réaction on est en droit d'attendre d'un professionnel. Et c'est ce qui nous amène à estimer, à juger, bon, quel type de risque, quelle est l'exposition à ce risque, compte tenu de la taille de la flotte également, donc du volume, et comment on doit réagir en termes de, est-ce que c'est du design, est-ce que c'est un rappel des procédures applicables, est-ce qu'il faut aller au-delà avec des consignes de navigabilité, tout ça. C'est vraiment une culture de gestion des risques. Et c'est vrai que le plus difficile qu'on a dans ce genre de situation, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, prévoir l'imprévisible quand il s'agit de nature humaine, c'est très très compliqué. Et il y a des accidents aériens, il y en a plusieurs, quel que soit le type d'avion, la compagnie, etc., pour lesquels il n'y aura jamais d'explication unanimement acceptée par l'ensemble de la communauté, ne serait-ce qu'aéronautique, sur pourquoi il s'est passé ça. Le fait technique, on arrive à l'expliquer. Le pourquoi, c'est autre chose quand il s'agit d'interface homme-machine, etc. Et pourquoi un contrôleur ceci, pourquoi un équipage, pourquoi un mécano, etc. Et c'est là où il y a toute la difficulté de ces deux mondes qui s'affrontent, où on nous impose quelque part de prévoir l'imprévisible. Alors, ce n'est pas énoncé comme ça, bien évidemment, mais c'est vécu comme ça par les acteurs techniques. Et d'ailleurs, si je prends les mêmes acteurs techniques, ou le même monde de la justice d'ailleurs, avant que l'événement se produise, et puis qu'on pose la question, faut-il couvrir tel scénario qui est le résultat d'une accumulation d'un certain nombre de facteurs contributifs, qui sont des questions qu'on se pose régulièrement. Bien souvent, on nous dit non, mais ça ne va pas. C'est impensable. C'est tout simplement impensable. Et jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on dans ce principe de précaution, qui peut être d'ailleurs un frein à l'innovation, mais ça, c'est un autre débat. Je suis sûr que la FONCI voudra peut-être ouvrir un dialogue sur le sujet, mais c'est un autre débat. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais apporter en complément. Je voudrais rebondir sur les propos de Yannick. Je ne puis qu'abonder dans
dans ce qu'il vient de dire sur la prévisibilité du risque, et c'est toute la difficulté. Je vais vous relater une toute petite anecdote. Pendant de nombreuses années, bon, je n'en ai plus l'occasion parce que plus le temps, mais pendant de nombreuses années, j'intervenais à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, pour faire un cours sur la responsabilité médicale. J'ai souvent pris l'exemple d'un médecin psychiatre. Il y a eu plusieurs condamnations, hein, au moins 4 à ma connaissance, de médecins psychiatres qui devaient soigner un malade interné, hospitalisé sans son consentement, compte tenu de la dangerosité qu'il pouvait présenter pour lui-même ou pour des tiers, et puis qui considère que cette dangerosité disparaît parce qu'on est en période de rémission, parce qu'il prend ses médicaments, parce qu'il est beaucoup plus calme, etc., etc. Il autorise une sortie à l'essai de ce patient dans un cadre thérapeutique et malheureusement, ce patient, dès qu'il sort, va assassiner son voisin. On a eu plusieurs décisions contre des psychiatres au pénal qui ont été condamnés pour homicide involontaire parce que le magistrat a considéré que l'état de dangerosité du patient avait été mal apprécié, etc., etc. Et moi, je prenais toujours ces exemples-là pour poser la question suivante à ces braves magistrats. Avez-vous connaissance de condamnations pénales intervenues à l'encontre de juges d'application des peines qui auraient laissé sortir un détenu de prison avant le terme de la condamnation et le détenu en question ayant profité de cette sortie prématurée pour commettre tel larcin ou tel crime? Eh bien, moi, je n'ai absolument pas connaissance de telle condamnation. Alors, je rappelle qu'on n'a pas de juge présent, donc aller parler à leur place, c'est toujours délicat. Mais oui, mais effectivement, il y a... C'est vrai que c'est le vécu de ceux qui passent au travers des fourches caudines du système judiciaire, que de se dire qu'il y a des attentes qui pèsent, qui sont très rigoureuses et parfois déconnectées des réalités de ce à quoi on a affaire. Moi, je me souviens que dans l'affaire du Concorde, à un moment, était envisagé comme grief de ne pas avoir renforcé très fortement et très lourdement l'avion. Et il a fallu beaucoup batailler quoi, pour faire comprendre au tribunal qu'en même temps, un avion, s'il est trop lourd, on ne peut pas le faire voler. Mais c'est ce qui paraît, voilà, plusieurs lots d'audience pour réussir à faire rentrer, et encore, ça fait déjà 10 ans d'instruction derrière, quoi. Il faut qu'on soit parfois à ce niveau-là d'évidence pour que quelque chose perce d'un monde à l'autre. Mais je ne désespère pas, moi en tout cas, par rapport aux questions qui sont posées là, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait imaginer que le système judiciaire, que la jurisprudence soit capable d'intégrer dans son corpus, plutôt que le régler, le gérer, qui est c'est un champ lexical dont je ne suis pas familière, mais j'ai compris que c'était la thématique sur laquelle on travaille. Le gérer, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêtez si je me trompe, c'est la réaction instinctive, c'est l'adaptation par rapport à l'aléa, c'est le fait de faire au mieux dans les circonstances dans lesquelles on se trouve. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait prendre le pas sur le référentiel normatif lorsqu'on doit juger la bonne ou la mauvaise application? C'est la question sur la base de quels critères le justifier, si on n'est pas dans avez-vous suivi ou non le référentiel. Moi, la difficulté que je vois, c'est que le langage des juristes, dont je fais partie, les avocats, les magistrats, on a impérativement besoin que le référentiel soit objectivé. La jurisprudence nous dit, et je pense que c'est salutaire, que le magistrat n'a pas à s'improviser expert du sujet. Donc, comment fait-on pour trancher autrement la transgression vis-à-vis d'un référentiel et comment est-ce qu'on peut intégrer une norme, y compris sous le couvert des diligences normales, qui préconiserait, qui intégrerait l'idée qu'un pilote, par exemple, doit suivre son instinct. Je ne sais pas si c'est réaliste, je ne sais pas si c'est utopique. Ce que je sais, c'est que nous, dans l'enceinte judiciaire, on a besoin de sécurité juridique. On n'est pas des apprentis sorciers. Et comme c'est un milieu qu'on ne connaît pas, on est obligé de s'appuyer sur un référentiel pas forcément normatif. La soft law marche aussi, les bonnes pratiques marchent aussi, les manuels des exploitants marchent aussi, mais il faut bien qu'il y ait marqué quelque part comment les choses doivent être faites pour qu'ensuite on peut juger si ça a été fait bien ou pas bien.
Il y a un point qu'on a tangenté dans au moins un des exemples, mais pas que, c'est qu'il y a aussi dans la manière dont les professionnels, là je ne me mets pas du côté du juge ou de la justice, le fait que les décisions un peu compliquées soient prises à plusieurs de manière collégiale. Vous avez parlé, Nicolas, de justifier quelque part, mais dans le même souffle, vous avez évoqué le collectif qui délibère sur la situation d'un patient. C'est un élément de sécurisation quelque part de la décision, y compris vis-à-vis de la justice, mais d'abord fondamentalement des décisions qui sont prises. Tout à fait. Et je pense que c'est un des points où on n'en a pas beaucoup parlé. Et moi, en tout cas, qui dans mon expérience professionnelle, alors en tant que contrôleur, alors pas contrôleur du ciel, hein, mais contrôleur, faiseur de normes et contrôlant par ailleurs la bonne exécution, gendarme, hein, enfin c'est gendarme et qui fait le code de la route. C'était un peu ça ma fonction, mais le fait que dans les moments les plus chauds, que ce soit un collectif qui se réunit, bon, il y en a un qui décide à la fin, mais quand même, c'est extraordinairement important. Et encore une fois, je ne pense même pas à la justice, là, et à ce qui pourrait arriver. C'est d'abord pour la rationalité de la décision qu'on prend et de la sécurité de la décision qu'on prend, quelque part, qui est un vrai apport. Au passage, on a très peu parlé je ne sais pas si dans les affaires que vous avez pu connaître les uns ou les autres, de la mise en cause ou en question, pire encore, des autorités chargées du contrôle elles-mêmes. Je ne sais pas, peut-être dans le domaine aéronautique, on a vu des cas, en gros, des gens où ils sont attaqués sur la règle. Vous n'avez pas fait les bonnes règles ou vous n'avez pas fait les bons contrôles, pas assez de contrôles ou pas les contrôles qu'il fallait au bon endroit. Peut-être deux points sur le point précédent, sur l'idée de cette décision collégiale par opposition à la pensée unique. Bien évidemment, côté aéronautique, on y souscrit totalement. Typiquement, Airbus, on a un safety board et c'est là où on prend les décisions sur des sujets critiques d'un point de vue sécurité des vols et on se refuse à ce que ce soit une décision unique par une seule personne. Il est important qu'on apporte dans la décision toutes les dimensions. La dimension technique, la dimension opérationnelle, la dimension certification, la dimension capacité de rétrofiter ou pas, etc. Et je crois que c'est fondamental. Je suis convaincu que ça devrait être, pour le coup, une espèce de norme dans un bon nombre de domaines techniques, au sens large du domaine technique, qui permet d'apporter des éclairages différents et souvent c'est ce qui permet d'optimiser prendre la bonne décision. C'est ce que je voulais préciser. Si je peux ajouter Oui. Un tout petit point, c'est une notion sur laquelle je voulais revenir. En médecine, c'est une évidence. On a dans certains domaines, mais de plus en plus souvent, ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est le cas notamment en oncologie, mais ça se développe dans beaucoup d'autres domaines où effectivement les décisions sont prises de façon collégiale. Et lorsque c'est le cas, évidemment, cela supprime la responsabilité individuelle. En revanche, alors, lorsque les équipes ne l'ont pas fait, c'est un motif, lorsqu'elles ne l'ont pas fait et qu'elles devaient le faire, c'est un motif de responsabilité parce que là, on s'est encore une fois écarté de la norme. Et je voulais simplement ajouter qu'évidemment, il y a une limite à cela, à cette nature collégiale des décisions prises, c'est les décisions qui sont prises dans l'urgence parce que là, malheureusement, on n'a fort souvent pas le temps de procéder de façon collégiale. Et sur la deuxième partie de ma question, la mise en question ou en cause directement des autorités de contrôle. Alors, je pense que dans le monde médical, les médecins se sentent quelque part en mode contrôle aussi. C'est pas simplement. Mais alors moi, j'ai vécu personnellement, je le verse, j'ai vécu d'assez près, mais je n'étais pas en charge, je n'étais pas dans la même région, le cas de l'accident d'AZF. Donc, qui a donné lieu ensuite à une loi, la loi de 2003 sur les installations classées. Donc, l'administration qui était en charge du contrôle a été mise en cause, hein, donc finalement relaxée. Le premier argument pour les mettre en cause, c'était de dire, vous voyez ce machin a pété, et vous ne l'avez pas contrôlé depuis 2 ans, et vous n'avez pas détecté avant qu'il pouvait péter, pour parler clair. Ce n'est pas très technique, hein, ce n'est pas le vocabulaire que j'emploie habituellement, mais pour être simple. In fine, je crois qu'ils ont été relaxés collectivement. Je ne connais pas le détail de la procédure qui a été très longue d'ailleurs au passage. Ils ont été relaxés parce qu'on leur a expliqué que le contrôle exercé par l'État sur ces installations-là devait viser à l'essentiel. Faute de moyens, je reviens au mot moyen qui était employé dans je ne sais pas quel article du code, n'était pas nécessairement ciblé sur l'essentiel. Et ce qu'a pété AZF, c'était un lieu de stockage. Alors effectivement, c'est ce qu'a pété et qu'il y a eu des victimes.
Mais il y avait juste à côté un truc énorme. Alors lui, s'il pétait, c'était carrément catastrophique. Et globalement, l'administration a fait son boulot et c'est ce qui a été reconnu par la justice, d'avoir plutôt ciblé les moyens d'inspection sur place, etc., fondamentalement sur ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'inspections sur un gros site comme celui-là, mais pas sur ce sous-ensemble qui était un entrepôt de stockage. Alors ça a été reçu par la justice. Il a été considéré qu'ils avaient fait les diligences normales compte tenu de, je n'ai pas l'article sous les yeux. Mais c'est vrai qu'on voit, on voit dans différentes affaires, différents scandales, des scandales sanitaires ou autres, des administrations qui sont mises en cause et dont la responsabilité peut être retenue au titre d'une faute de vigilance. Aujourd'hui, à titre d'exemple, sur un scandale sanitaire comme celui de la Dépakine, on voit que l'autorité de contrôle voit sa responsabilité retenue par comité d'experts créé par une loi ad hoc parce que le médicament n'a pas été retiré à temps ou parce que les préconisations d'emploi n'ont pas été modifiées à temps, compte tenu de tout un tas de signaux faibles dont on ne pouvait pas ne pas avoir connaissance. C'est cette notion de faute de vigilance qui devient assez prégnante aujourd'hui. Mais la mise en cause des contrôleurs au pénal, c'est très fréquent. Nous, voilà, l'avocat et le cabinet Soulez a été le conseil de la Direction générale de l'aviation civile pendant des décennies. Comme une administration ne peut pas être mise en cause, ça retombe sur les agents d'administration. Donc on défendait des personnes physiques. Mais concrètement, c'était la mission du contrôleur, la mission du certificateur qui était visée. Au sens où, et ça, à tort ou à raison, je pense qu'il y a des cas dans lesquels il y a effectivement des scandales et où, écoutez, si toute la chaîne est impliquée, il faut que toute la chaîne soit dedans. Mais ça procède en tout cas, à tort ou à raison, à mon sens, de ce même mécanisme que j'évoquais au départ, qui est la recherche d'un coupable conduit à ratisser le plus large possible. Pardonnez l'expression. Ce qui veut dire que dans des cas où le premier responsable, a priori, c'est le pilote de l'avion, mais qui est décédé, bon, il y a, à mon avis, un mouvement voilà, qu'il ne faut pas ignorer, qui est le mouvement réflexe de la justice, qui est de dire, même si au premier chef, c'est l'erreur de pilotage qui est à l'origine, on poursuit et on cherche plus loin. Est-ce qu'il n'y avait pas une responsabilité du certificateur qui aurait dû savoir qu'il ne fallait pas faire voler cet avion? Est-ce qu'il y a une responsabilité On va chercher, en tout cas, nous, dans toutes ces affaires d'homicide involontaire, de grandes catastrophes, etc., on assiste de façon extrêmement récurrente à un mouvement qui consiste à ratisser le plus large possible pour aller chercher, du coup, pas l'acteur. C'est aussi ce que permet précisément la causalité indirecte, qui est aussi visée dans l'alinéa suivant de l'article 121.3. Avec la loi Fauchon, qui est venue quand même essayer de tempérer les ardeurs de la justice pénale là-dessus, pour les personnes physiques, en exigeant un seuil de gravité supplémentaire de faute. Il faut une faute caractérisée, il faut une violation manifestement délibérée. Mais on est dans ce mouvement qui va aller chercher tous les acteurs indirectement, et ça peut aller assez loin, ça peut aller chercher tous les acteurs de la chaîne de façon, voilà, plus ou moins légitime. De la même manière qu'on va chercher des manquements et que si on n'en trouve pas, on va élargir le champ de vision jusqu'à aller chercher une succession de négligences sur 20 ans. Pendant 20 ans, vous avez finalement, on considère, nous, après que cet accident du Concorde est survenu, considérer que vous avez mal perçu le risque incendie. On n'a pas un écart réglementaire, on n'a pas un écart légal à proprement parler, mais on considère que vous auriez dû empêcher cet avion de voler. Et ensuite, on fait tenir l'argumentation juridique autour. C'est des affaires qui se terminent par des relax. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même un principe de réalité qui a fini par s'imposer. Mais ça a pris beaucoup de temps et ça a fait beaucoup de dégâts. Et je pense, et c'est peut-être le sujet de la deuxième question, ça fait beaucoup de dégâts aussi sur la façon dont l'industrie réagit par rapport à ces sanctions, par rapport à ces menaces de poursuite pénale. Un des impératifs de l'amélioration de la sûreté, de l'amélioration de la sécurité, c'est effectivement une transparence de l'erreur, une transparence des choses qui n'ont pas marché, des informations, des échecs, qui est rendue absolument impossible par l'emprise du judiciaire sur la sécurité aérienne, en tout cas dans ce qu'on avait vu, nous,
Les choses ont changé, il y a eu des évolutions. En 2016, on a une réforme législative en France qui vient imposer quand même des notions de just culture, de culture juste, précisément pour forcer une coopération entre l'enquête technique qui a pour objet d'identifier des causes et l'enquête judiciaire qui a pour objet d'identifier des coupables. Je ne suis pas sûre que ça ait complètement tout réglé. Je dis ça parce que moi, j'avais été quand même un peu traumatisée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire du Concorde, qui avait consacré un préambule entier à faire la critique du BEA et de la façon dont le BEA était intervenu dans cette affaire. Alors, on est avant 2016. Depuis, cette coopération entre enquête technique et enquête judiciaire est encadrée. Mais voilà, c'est pas une image d'Épinal, hein. Moi, je continue de constater les enquêteurs judiciaires ont beaucoup de mal avec l'intervention des enquêteurs techniques, avec l'intervention du BEA, avec quelque chose qui vient tempérer la primauté du juge pénal et de la recherche de culpabilité, alors même qu'on sait que malheureusement, cette recherche de culpabilité parfois excessive, un peu trop libidinale, induit une culture du silence qui est incompatible avec la vocation première, à mon sens, du système de sécurité aérienne qui, justement, exige qu'on se fasse part des écarts, qu'on se fasse part des difficultés qu'on rencontre à appliquer la règle. Le sens de ma question, c'est pas de remettre en cause la légitimité du fait qu'on poursuive aussi l'autorité de contrôle. Ça me paraît de base, hein, ça fait aussi la beauté du métier de contrôleur que d'avoir des responsabilités, donc autant les assumer. Mais effectivement, vous revenez sur le point que j'avais cité au début, c'est-à-dire l'effet de la justice récurrent, enfin, au-delà des affaires, peut être négatif à long terme sur la sûreté ou la sécurité, suivant les termes que l'on utilise. Il y a le risque de cacher des choses ou de ne pas faire remonter des écarts qui sont le moteur, hein. Encore une fois, je le redis, des améliorations de sûreté, donc de la sûreté ou de la sécurité in fine. Donc ça, c'est le premier risque. Il y a aussi un autre risque pour se border. C'est vrai pour les entreprises ou pour les contrôleurs. On fait du texte. Donc on encadre tout. Et à la fin, on demande à l'intervenant de base, le pilote, je ne sais pas si c'est la bonne analogie, de se trimballer de connaître un classeur entier, des directives des chefs qu'ils ont prises. Et ça, ce n'est pas de la sûreté. Ça ne va pas dans le sens de la sûreté. Donc si chacun doit consulter une armoire avant de faire un geste, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il y a au moins deux effets négatifs de la pénalisation potentielle. Et encore une fois, je ne remets pas du tout en cause le processus émotionnel qu'engendre voilà, ce genre de grande catastrophe. Et là, je serais le premier, si j'étais concerné à titre personnel, à être du côté voilà, de l'attaque, de la recherche de responsabilité, à demander des coupables, etc. Là, pour le coup, je partage entièrement ce sentiment. Alors, on arrive à la phase où on avait dit qu'on s'ouvrait aux questions. Peut-être, Yannick Panache, un dernier mot, parce que pour rebondir très rapidement, pour pas empiéter sur la phase question-réponse, juste pour faire rappeler quand même, dans le domaine aéronautique, il y a les enquêtes techniques dites de l'OACI annexe 13, hein, qui sont pilotées, comme vous le savez, par les organismes d'enquête, que ce soit le BE en France, le NTSB aux États-Unis, etc., et qui ont pour mission de regarder l'ensemble des acteurs, l'ensemble des éléments d'un dossier, que ces éléments soient potentiellement chez l'avionneur, chez la compagnie aérienne, le trafic aérien, l'aéroport, mais également les autorités de certification et de navigabilité ou les autorités de surveillance de tel ou tel exploitant. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment dans le cadre des enquêtes sérieuses, hein, au niveau annexe 13, avec cette notion d'ailleurs du contradictoire permanent, parce qu'on est tous autour de la table. Ce sont bien souvent des enquêtes internationales et il est évident que les faits sont très très rapidement mis sur la table. Mais il y a vraiment ce regard sur l'ensemble des acteurs et les autorités ne sont pas exemptes de ce regard qui est fait à leur égard. Oui. Par les autorités de certification de navigabilité. Sur cette notion de culture juste, oui, ça peut être, cet excès de pénal peut-être est un frein, bien souvent, non pas dans les prises de décision que nous, on est amenés à prendre, hein. Encore une fois, on a la vocation à protéger la flotte, quelles que soient les conséquences derrière, quand on pense qu'il y a une mesure à prendre. C'est surtout un frein sur savoir ce qui se passe vraiment en exploitation. Et là, ça dépend vraiment des cultures, culture asiatique, occidentale, etc., avec la crainte de bon nombre d'acteurs de dire « Ah oui, mais si je rapporte que j'ai fait un truc ici, peut-être que ça va m'être reproché. Et derrière, ça va être la sanction du management ou de mon autorité. » Je ne suis pas dans le pénal, hein, je suis vraiment
dans le quotidien de cette notion de, justement, avec cette notion de culture juste qui est de, non, il faut encourager cette transparence, etc., pour partager l'expérience qui est fondamentale dans la prévention. Et c'est un vaste débat, hein, et on est loin d'être parfait. Dans le monde aéronautique et dans tous les autres mondes, hein, si je mélange toutes les cultures qu'il y a en ce bas monde, avec l'omniprésence de la culture vraiment culturelle d'un pays donné, je pense culture asiatique en particulier, sur cette peur de la sanction systématique qui complexifie énormément les choses. Oui, je peux en témoigner en citant à peu près la même région mondiale, La même région du monde. sur un autre domaine. Je suis en train de parler de Fukushima, hein, vous l'avez compris. Ouais. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement, au-delà des aspects techniques de l'accident, quelque chose qui était ancré dans la culture, que voilà, quand on avait fait une petite erreur, hein, je ne parle même pas de faute, je vais employer le mot faute, qui avait éventuellement créé un incident qu'on devait déclarer, on n'en parlait pas parce qu'on était fautif fondamentalement, mais c'est pas la justice là, c'était la culture générale La culture, oui. qui faisait que à la fin, il y avait plus, c'était toujours parfait, quoi. Ça, c'est des inspections, enfin croisées qu'on a organisées au niveau international, qui avaient montré qu'effectivement, ils avaient 10 fois moins d'incidents significatifs. Il y a des seuils définis que tous les autres, parce que c'était juste pas acceptable pour la personne qui a vu le problème de rapporter. Alors, certainement pas sur ses collègues et pas sur si c'était lui-même qui était directement concerné. C'est un vrai sujet. Il est temps, je pense, d'ouvrir. Est-ce que Eric peut passer en les filtrant ou les regroupant les questions? Je vous propose une première question qui est une hypothèse à commenter. L'expert judiciaire, il joue souvent un rôle important en attestant que l'écart observé est usuel ou au contraire vraiment une prise de risque coupable. Mais on sait que les experts ne sont pas tous du même avis et du coup, le choix de l'expert par la justice ou par les parties peut être un outil d'influence de la justice. Si ça vous inspire des commentaires. Alors ça, donc la justice est incarnée par Aurélia ce soir. Ok. Avec un parti pris un peu partisan, hein, forcément, vous l'avez compris. Non, mais ça, c'est une question qui me touche beaucoup, effectivement, parce que ces dossiers techniques, le pénal involontaire nous amène toujours dans des domaines que nous ne connaissons pas. Ni les magistrats, nous, on est des juristes, comme les magistrats, comme du parquet ou du siège, et on est amené à se pencher sur le fonctionnement des freins, le fonctionnement de l'intrados, le fonctionnement dans une usine de chlore, le conditionnement etc. C'est des domaines qu'on ne connaît pas, et donc on est obligé de s'appuyer sur des avis d'experts. Et déjà, ça veut dire qu'il y a une partie du processus de jugement qui est déportée sur l'avis des experts. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la place des experts dans ces affaires-là est absolument centrale. Je ne sais pas si on peut parler d'outils d'influence de la justice. Moi, dans mon parcours, j'ai été marquée par des affaires dans lesquelles, et je continue d'avoir des affaires, dans lesquelles les expertises sont catastrophiques par rapport à l'enjeu. Pourquoi je dis catastrophique? Le terme est un peu fort, mais parce qu'on peut lire que les experts sont motivés par une recherche de résultats. Ils ont été commis par un juge d'instruction qui leur demande d'identifier un certain nombre d'éléments. Ça, si vous voulez, c'est le cas négatif, c'est le cas de figure négatif. Ce n'est pas une question d'outil d'influence, c'est que lorsque l'expert veut absolument offrir un coupable au juge, son expertise est biaisée. C'est évidemment et heureusement pas le cas partout, pas le cas tout le temps. On a aussi des expertises qui sont formidables, de rigueur, de mesure, d'humilité aussi. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas vraiment dire, quand les experts ne sont pas tous du même avis, ce qui est important, c'est qu'il y ait une collégialité, c'est d'en désigner plusieurs. On a la possibilité de demander et de désigner des contre-expertises. On a souvent une concurrence entre l'expertise judiciaire et l'expertise technique du BEA, du BEAMER. C'est sûr que ça devient la matière première indispensable de la réflexion sur l'engagement d'une responsabilité. Donc,
on n'a pas vraiment d'influence là-dessus. On a le droit de demander plusieurs expertises, on l'obtient ou pas d'ailleurs. On a le droit de faire appel, quand on est une partie, à des experts dits privés. C'est d'ailleurs une des entorses dans le Code de procédure pénale au secret de l'instruction. On a le droit de transmettre les rapports d'expertise à des experts privés pour leur faire lire et pour les faire réagir par rapport à cette expertise. C'est un des maillons incontournables de la poursuite, de la recherche de responsabilité au pénal. On est mieux loti quand les experts sont bons, quand les experts savent ce qu'ils font. Je le dis juste en passant, une anecdote. On a une affaire dans laquelle il y avait une explosion qui était survenue. Ça n'est pas l'affaire AZF. C'est à l'évidence une problématique chimique. On a besoin d'un expert chimique. Et aller savoir pourquoi, l'institution judiciaire a désigné un expert en métallurgie. Voilà, à mon sens, un type de problématique auquel on est confronté, sachant que les expertises sont la première étape de compréhension pour les juges et pour les avocats de l'affaire et de comment on peut la juger. Très, très rapidement, bien sûr, je ne peux qu'abonder. Les expertises sont absolument fondamentales dans tous les domaines. Et juste au niveau médical, je peux ajouter que très régulièrement, des experts font l'objet de la part de justiciables mécontents de leur expertise, de procédures disciplinaires devant le Conseil de l'ordre, de procédures civiles pour faute, voire même de procédures pénales. Ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver aussi. Il y a une question, un commentaire qui rebondit sur ce point, c'est que les experts qui sont désignés sont souvent très techniques et peu compétents sur les questions de causalité multiple, sur les questions qui relèvent davantage du management. Est-ce que les magistrats ont des formations sur ces deux questions de causalité plus complexes et multiples et sur le management des risques? Pas à ma connaissance, mais c'est pas mon domaine. Non, Ouais. je ne Allez-y, pense Nicolas. pas. Et sur la causalité, il y a deux régimes juridiques de causalité. Vous avez l'équivalence des conditions et la causalité adéquate. Avec l'équivalence des conditions, vous savez, c'est la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise. Une étincelle, la bougie, le feu qui se propage, parce que le cheval a donné un coup de sabot qui atteint les rideaux du château, et puis finalement tout disparaît dans le feu. Eh bien, un seul petit événement peut permettre à un magistrat, au titre de l'équivalence des conditions, de considérer qu'on a une causalité totale. Ça, c'est ce qui est considéré au niveau civil. Au niveau pénal, heureusement, la causalité est appréciée de façon, je dirais, plus stricte. Une question qui consiste à ne pas s'intéresser seulement à la faute de l'acteur de première ligne, mais à la ligne hiérarchique jusqu'au COMEX, puisque dans les accidents complexes, ce sont souvent leurs décisions qui sont déterminantes. Est-ce que les écarts, imprudences ou manquements organisationnels ou interorganisationnels qui contribuent à des accidents sont systématiquement recherchés de la même façon que ceux des acteurs de première ligne? Donc on parle ici de questions plutôt sécurité gérée. Je ne suis pas convaincu du postulat que bien souvent les accidents résultent de mauvaises décisions ou de décisions prises en COMEX. Je ne sais pas quelle est la base technique qui permet d'affirmer une telle chose. Donc, me permet de challenger un petit peu ce postulat, même si ça peut se produire. Mais il ne faudrait pas croire que c'est une généralité. Enfin, Non, mais il y a peut-être un point qui nous raccorde quand même au débat précédent. Je rappelle quand même que prendre les meilleures décisions possibles, ça renvoie aussi potentiellement à des questions économiques. Et là, mettre un système entier sous pression économique tout en lui disant d'appliquer des règles de sûreté très, très, très strictes, il y a quand même un sujet de management. Et est-ce que c'est comme ça que je comprends la question? En arrière-plan, il y a les meilleures solutions possibles, mais virgule sous contrainte, raisonnablement possible. Je vais répondre. Je vais essayer de tenter de répondre. C'est un argument qui nous est souvent opposé quand ces deux mondes s'affrontent, le sang-froid et puis on regarde le fait technique de manière froide et puis la dimension émotionnelle, en nous disant mais il n'y a que la dimension économique qui nous intéresse. Mais c'est précisément parce qu'on a des grosses flottes, c'est précisément parce qu'on a une activité, et j'ai rappelé les volumes tout à l'heure en début de forum, qu'on n'a pas envie que l'événement redouté se produise. Donc c'est précisément le cheminement inverse que celui qui nous est reproché. Je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années de cela, nous avons pris la décision d'arrêter la livraison de 50% de ce qui fait les revenus de la maison Airbus pendant 4 mois. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas satisfaits d'un certain taux de panne moteur que nous avions sur une flotte précise. Pour autant, ce taux de panne moteur était totalement conforme, était en deçà de ce qu'exige la réglementation.
Et on n'était pas du tout satisfait, on avait trop peur que ce soit un planeur qui attende son œuvre. On a pris la décision, sans que personne ne nous demande quoi que ce soit côté autorité, d'arrêter la livraison de cette flotte concernée, qui représentait 50% de la famille A320 pendant 4 mois. Accessoirement, la famille A320, c'est 80% des revenus d'Airbus. Donc vous imaginez l'impact financier. Il a été conséquent. On ne s'est pas posé la question en termes d'impact financier, on s'est posé la question en termes de protéger la sécurité des vols. Voilà, donc je voudrais un peu tordre cette idée qui consiste à dire qu'il n'y a que le facteur économique qui prédomine dans les décisions de sécurité des vols que nous prenons. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans le safety board d'Airbus, il n'y a pas de CFO, il n'y a pas de CIO. Voilà. Moi, Je pense que la question... Mais je voudrais ça. Oui, mais c'est important parce que c'est une chanson qu'on entend systématiquement dans tous ces gros dossiers au pénal. Ma remarque ou la question ne visait pas le monde aéronautique, mais je pense sur l'exemple que Nicolas a présenté de la situation à l'hôpital avec les contraintes de moyens, etc. Il y a quand même, et personne ne va accuser l'hôpital de vouloir faire du résultat, mais en même temps, c'est nous qui leur donnons pas assez d'argent. Bon, ok, donc c'est pas la World Company qui est en action, c'est pas ça l'image, mais c'est simplement qu'il y a des contraintes, que des contraintes économiques, et la situation des hôpitaux, c'est une contrainte économique, puisse influer sur des attitudes, créer des erreurs, voire des erreurs avec conséquences. On doit se sentir concerné. Je pense qu'un directeur d'hôpital où il y a eu un problème grave, j'imagine bien qu'il se sent concerné. C'est pour ça que la responsabilité des COMEX ou des... Juste un point là-dessus. La responsabilité pénale, c'est une responsabilité qui est personnelle. Lorsqu'une catastrophe survient, la justice va s'intéresser à tout ce qui a eu un facteur contributif dans le fait que la catastrophe puisse survenir. C'est pas parce que des décisions sont prises par le COMEX que ça met un frein à la recherche d'une responsabilité de chacune des personnes individuellement qui se sont exprimées à ce COMEX. Alors évidemment qu'il y a des lignes de défense qui peuvent opérer en disant « mais moi je ne suis pas un opérationnel, je suis un fonctionnel ». Là-dessus, la contrainte économique ne sera pas audible par l'institution judiciaire pénale si une catastrophe est survenue. Le fait qu'une décision ait été prise de manière collégiale ne sera pas un frein à la recherche d'une responsabilité pénale personnelle de tous ceux qui ont pris la décision, si on considère que la décision qui a été prise à ce moment-là a un rôle contributif dans la survenance de l'accident. Ça, c'est ma vision pessimiste des choses, mais sur la question qui est de savoir est-ce qu'un manquement organisationnel qui a contribué à l'accident peut être recherché, je ne sais pas s'il l'est systématiquement. La tendance, la propension du système pénal dans cette recherche de qui a fauté, c'est quand même d'aller chercher, c'est de n'avoir aucune limite, en tout cas, sur les endroits où ça peut être recherché. Juste pour ajouter un point, la question donc était, est-ce que systématiquement la chaîne de responsabilité est recherchée jusqu'au plus haut? Comme Aurélie vient de le rappeler, la responsabilité pénale est évidemment personnelle, mais on voit aussi des personnes morales qui sont condamnées pénalement. Il faut quand même le souligner. Mais je vais ajouter quand même un point qui est une évidence, c'est que malheureusement, ça n'est pas de nature à dédouaner le dernier intervenant, celui à qui on peut reprocher l'écart in fine, parce que ça n'est pas parce que la personne morale ou l'encadrement sera condamné que lui ne le sera pas. Oui, je pense que c'est important de le dire. 58h52. Il y a une question qui est de revenir au principe, les raisons pour lesquelles la justice accorde tant d'importance au référentiel, type le référentiel réglé, et si on imagine qu'elle puisse s'en affranchir, quelles seraient les implications pour le travail judiciaire, et autrement dit, le référentiel est-il nécessaire au travail judiciaire ou est-ce que c'est plutôt une facilité? Moi, là-dessus, j'ai mon avis à moi, il vaut ce qu'il vaut, c'est que je ne vois pas comment... Il y a un principe de sécurité juridique et de lisibilité de la décision. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le référentiel au sens large, c'est ce qui permet de trancher l'existence d'une transgression ou pas. On est obligé d'avoir un référentiel du bon comportement pour pouvoir dire, à un moment donné, ben là, vous êtes dans un comportement qui est inacceptable pour la société. C'est le contrat social de Rousseau et le droit pénal, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement en pénal, vous n'avez pas une responsabilité du fait des choses. C'est pas une responsabilité civile où, voilà, vous
c'est votre voiture qui était mal garée, vous devez payer les pots cassés. Le pénal, il y a ce degré de gravité. Vous êtes un délinquant. Pour arriver à poser cette étiquette-là, on imagine bien qu'il faut, et que la défense va exiger, qu'il y ait une lisibilité de ce qui est fait grief. À quel moment est-ce que vous pouvez dire que j'ai transgressé? Qu'est-ce que j'ai transgressé? Pour moi, c'est ce qui fait que c'est tout à fait révolutionnaire d'essayer d'imaginer un monde dans lequel on ferait de la place à quelque chose qui ne serait pas le réglé. C'est pas complètement impossible, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en même temps, on est déjà dans une exigence de démonstration de ce que sont les diligences normales, in concreto. Donc, il y a sans doute la possibilité, mais qui viendra, à mon sens, des professionnels, des industriels eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut traduire dans un référentiel lisible, dans ce cas-là, que le bon comportement à un moment donné, c'est de savoir correctement réagir à une situation d'aléa, une situation d'imprévu. Mais voilà, pour moi, on est tous magistrats, avocats, justiciables, soumis quand on est dans l'enceinte judiciaire à ce principe de rigueur qui est que, et de sécurité juridique, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est ce qu'on a transgressé. Donc, il faut un référentiel. Je vais ajouter un tout petit peu d'histoire. Au début du 19e siècle, des petits malins rentraient dans les plus beaux restaurants parisiens ou provinciaux. Ils étaient accueillis par un maître d'hôtel qui les invitait à s'asseoir. Ils s'asseyaient. On les invitait à commander des plus beaux mets et ils les commandaient. Le sommelier leur apportait la carte des vins. Il commandait les vins les plus extraordinaires. Et puis à la fin du repas, on leur présentait la note. Non, vous m'avez invité à m'asseoir, je me suis assis. Vous m'avez invité à manger, j'ai mangé. Vous m'avez invité à boire, j'ai bu. Je ne vous dois rien. Et donc les restaurateurs essayaient de poursuivre pénalement ces personnes. Et il n'y avait aucun texte pénal qui permettait de les condamner, parce que ça n'était pas du vol, parce que le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Là, ce n'était pas frauduleux. On les avait invités à s'asseoir, à manger et à boire. Ce n'était pas non plus une escroquerie, et donc, ils ne pouvaient pas être condamnés pénalement. Et c'est pour ça qu'après coup, sous la pression du lobby des restaurateurs, on a créé des lits de filouterie ou de grivellerie d'aliments. Mais tant que ça n'était pas inscrit dans le code pénal, on ne pouvait pas les condamner. C'est le principe de l'égalité des peines. Tant que vous n'avez pas un texte au pénal qui incrimine tel comportement, on ne peut pas vous condamner. Et c'est évidemment une sécurité au niveau de notre société qui est fondamentale pour nos droits. Je crois que le juge ne peut pas condamner sans texte, mais le juge a aussi besoin d'un référentiel pour apprécier le comportement de la personne qu'il va juger. Et donc ça, je crois qu'on ne pourra jamais s'en passer. Oui. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vois mal un juge, des juges seuls face à un dossier éminemment complexe, sans aucun référentiel. Si on allait vers cette voie, ça me paraîtrait excessivement dangereux sur toutes les interprétations encore beaucoup plus vastes que pourrait voir et subjectives que ce qu'on voit aujourd'hui. Finalement, on parle finalement d'un seul sujet qui est comment réconcilier ces deux mondes qui s'affrontent. Comment les réconcilier? Comment trouver cet équilibre? Parce qu'effectivement, quand il y a un événement dramatique qui se produit, il y a nécessité de réparation. Ça, je crois qu'on est tous des citoyens et je crois qu'on sera tous d'accord avec ça, me semble-t-il. Donc, il faut trouver ce moyen en réconciliant ces deux mondes plutôt que cet affrontement qui est particulièrement vrai en France avec notre culture du pénal et de trouver le coupable. Et ça reste là, pour ma part, la grosse difficulté, bien évidemment. Comment réconcilier dans un monde où il y a plus en plus de pression médiatique et autres intervenants. Et je crois que c'est tout l'enjeu de ce sujet. Enfin, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Effectivement, ce soir, il n'y a pas de représentants de la justice, de juges avec nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous avions fait dans le passé avec Daniel Soulez-Rivière et d'autres, où on avait fait des forums au sein de l'ENM. Avec, dans le forum, le principe du contradictoire, nous avions fait intervenir un magistrat instructeur, un magistrat qui avait jugé d'un dossier, des avocats de partie civile, des avocats de la défense, le BEA également, et puis des représentants du monde aéronautique. Je reste persuadé de l'intérêt de continuer dans cette voie parce qu'on a tous besoin de réparation à un moment ou à un autre. On en ressent le besoin, bien évidemment, quand on est directement confronté à une situation dramatique. Et puis quand on est de l'autre côté avec la froideur technique, où on regarde les choses, la gestion du risque, etc., effectivement, c'est un monde un peu différent.
il faut trouver le modus operandi pour que les deux se réconcilient. C'est certainement une vaste entreprise, mais c'est une question d'équilibre in fine, j'en reste persuadé. Voilà. Mais je reste convaincu qu'il faut effectivement un référentiel à débattre, évidemment, et que les référentiels ne soient pas aussi distants les uns des autres entre le référentiel technique de la médecine, par exemple, la manière avec laquelle les médecins, le corps médical agit, et puis le référentiel de la justice, idem dans le mode aéronautique, etc. Ok, merci beaucoup. On va probablement s'en arrêter là. En tout cas, un très grand merci. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, mais ce n'est pas à moi d'en juger. J'aime bien l'image des deux mondes, le monde de l'émotion et le monde de la technique. Il y a un point qui m'a frappé, c'est quelque part la perception de la position du juge, même s'il n'est pas représenté ici, qui n'est pas un spécialiste par définition, parce qu'il lui arrive plein d'affaires de toute nature et qui a besoin de collégialité des experts, collégialité des points de vue aussi entre la défense et puis les gens qui sont à l'attaque, plutôt entre guillemets, mais collégialité aussi dans la décision des opérateurs, quand c'est possible. On marche dans nos domaines d'expertise, le juge en ayant relativement peu de base, et quelque part, cette idée d'un jugement commun, des sortes de jurés ou finalement qui interviennent à différents endroits. Quand on apprécie les diligences nécessaires ou normales, on a besoin des pairs pour le dire, plusieurs pairs souvent. C'est ce besoin, in fine, de faire fonctionner la justice comme elle doit le faire nécessite effectivement beaucoup de collégialité pour toutes les parties. Voilà, je voulais remercier les intervenants, parce que j'ai trouvé vous avez fait vivre le débat. Vous n'aviez pas besoin d'animateur, hein, pour être clair, c'est ça que je veux dire. Ouais, merci à ça. tous et merci à la FONCSI d'avoir pris cette initiative. Et voilà, sur ces paroles, nous allons Merci nous à tous. quitter. Merci à tous et bonne Un soirée. grand merci à tous. Bonne soirée. À suivre. À Au suivre. revoir.